Il existe une plante prescrite dans les Écritures pour purifier les cadres de porte, la peau et les maisons contaminées. Mise en bouquet, trempée et appliquée comme outil de purification des milliers d'années avant l'existence de l'industrie chimique. En 1999, un laboratoire aux Pays-Bas a mesuré ce qui se passe lorsque son composé principal entre en contact avec une bactérie vivante. L'énergie de la cellule s'est effondrée à zéro en quelques minutes. La membrane s'est rompue. L'organisme est mort. Un laboratoire distinct a confirmé qu'elle détruit 3 espèces de moisissures au contact. La plante vendue sous le nom d'hysope dans toutes les jardineries d'Amérique est une espèce entièrement différente. C'est celle-ci qu'ils ont remplacée. L'archive s'ouvre en 1928. À l'intérieur, un article de recherche botanique qui a fait ce qu'aucune étude de langue anglaise précédente n'avait réussi. 2 chercheurs, Alexander Fletcher et Janaya Fleer, ont tracé un seul nom de plante à travers 12 siècles de savants renommés. De Bagdad au 9e siècle au Caire au 12e siècle. Et ont abouti à une espèce que l'on peut encore acheter aujourd'hui dans n'importe quel marché aux épices levantins. Leur question était d'une simplicité trompeuse. Quand la Bible mentionne l'hysope, la plante mise en bouquet est trempée dans le sang la nuit de l'Exode. La plante prescrite pour les rituels de purification dans le Lévitique. La plante offerte sur un roseau lors de la crucifixion. Quelle espèce le texte décrit-il réellement? La réponse se cachait à la vue de tous depuis 1000 ans. Les flèches l'ont trouvée dans l'œuvre de Rabbi Sadia Gaon, le grand savant de Bagdad qui, entre 882 et 942, a traduit les écritures hébraïques en arabe pour les communautés qui en avaient besoin. Lorsque Sadia est arrivé au mot Azov, le terme hébreu rendu par Hysope dans chaque Bible anglaise, il n'a pas deviné, il n'a pas fait d'approximation. Il l'a traduit par Zahatar, le mot arabe désignant une herbe culinaire spécifique que ses lecteurs connaissaient déjà, utilisaient déjà, mangeaient en déjà, 3 siècles plus tard et à 400 milles au sud. Maïmonide l'a confirmé, écrivant au Caire vers 1170. Le médecin philosophe a déclaré que l'hysope de la loi est manifestement le zatar utilisé pour la nourriture. Non pas un produit rituel exotique, non pas un ingrédient sacré mystérieux, mais une herbe de cuisine, la même que celle que les familles levantines cultivaient, séchaient et mangeaient avec du pain depuis aussi longtemps que l'on s'en souvienne. Les Fleer ont suivi cette chaîne jusqu'à son terme moderne. Azov est devenu Zatar, est devenu Origanum syriacum, l'origane syrienne. Une plante vivace, buissonnante aux feuilles vert-gris douces, aux tiges carrées poilues et aux grappes de petites fleurs blanches à rose pâle qui libèrent un arôme situé entre l'origan et le thym lorsqu'on les écrase entre les doigts. Le jardin botanique du Missouri la répertorie désormais sous le nom commun d'hysope biblique. Et c'est ici que l'histoire se fragmente. Entrez dans n'importe quelle jardinerie d'Amérique du Nord et demandez de l'hysope. Ils vous donneront de l'Hysopus officinalis, une plante ornementale européenne soignée aux épidences de fleurs bleu-violet. Elle est facile à cultiver, facile à se procurer et est vendue sous le nom d'hysope depuis des siècles. Elle n'a également aucun lien avec le texte biblique. Elle n'est pas originaire du Levant. Elle ne correspond pas aux descriptions. Ce n'est pas la plante identifiée par Sadiagon ou confirmée par Maïmonide. La plante de la Bible était fonctionnelle, aromatique, antimicrobienne, mise en bouquet pour servir d'outil et utilisée pour purifier. La plante de votre jardinerie est décorative, et la distance entre ces deux faits est l'endroit où l'histoire commence. Dans la région montagneuse de Cisjordanie, dans les villages autour de Jénine et de Naplouse, où les terrasses de calcaire captent de la lumière du matin. Le zatar n'est pas une épice que l'on achète dans un bocal. C'est une plante dont on s'occupe.
Les familles qui le cultivent l'appellent comme Saadia Gaon l'appelait il y a 1000 ans za'atar. Le mot désigne à la fois la plante vivante Origanum syriacum et le mélange qui en est fait des feuilles séchées écrasées avec du sumac, des graines de sésame et du sel. Le Codex Alimentarius, l'organisme international des normes alimentaires, reconnaît désormais formellement l'Origanum syriacum sous le nom de za'atar à feuilles larges et exige qu'il constitue au moins 75% du composant à feuilles larges de tout mélange de za'atar standardisé. Ce n'est pas une tradition culturelle vague. C'est une identité codifiée internationalement. Mais bien avant que le Codex n'écrive ses normes, le savoir vivait dans les mains. Furiel Sodi travaille avec une coopérative de femmes en Cisjordanie. Elle a été profilée en train d'écraser à la main des feuilles de za'atar séchées, mélangeant le mélange à la main, répétant les mêmes gestes que sa mère accomplissait et sa grand-mère avant elle. Il n'y a pas de chaîne d'usine, pas de pulvérisateur industriel. Les feuilles sont séchées à l'air libre, émiettées entre les paumes, mélangées au sumac et au sésame dans des proportions que les familles calibrent au toucher et au goût. Le mélange n'a jamais été un luxe. C'était un ancrage quotidien, étendu sur du pain plat avec de l'huile d'olive pour le petit déjeuner, glissé dans les sacs des écoliers pour le déjeuner, offert aux invités comme geste de bienvenue. Il était stable à la conservation une fois séché, dense en minéraux par rapport à son poids, cultivé sans intrants achetés sur des terrains de collines marginaux où presque rien d'autre ne prospérerait. Dans un paysage où les calories pouvaient être rares et la médecine plus rare encore. Le za'atar était les deux. Cette double identité, aliment et remède, est cruciale pour la suite. Dans la médecine populaire palestinienne, le za'atar était utilisé pour les infections de la gorge et la toux. Non pas comme un supplément, non pas comme une thérapie alternative, mais comme la chose que l'on saisissait lorsqu'un enfant rentrait à la maison avec la gorge irritée. Les familles ne séparaient pas l'herbe que nous mangeons de l'herbe qui guérit. Elles comprenaient la plante comme une entité unique, aux fonctions imbriquées. Une vision du monde que les systèmes réglementaires modernes finiraient par diviser en catégories incompatibles aliments, médicaments et pesticides. 3 cadres juridiques différents. 3 agences différentes. Une seule plante. Les familles qui écrasaient le za'atar à la main et en nourrissant les enfants ayant mal à la gorge ne pratiquaient pas de la magie populaire. Elles appliquaient une chimie qu'une série de laboratoires du XXe siècle finirait par confirmer. Et cela a commencé par une question sur ce qui, exactement, permet à cette plante de tuer les microbes. En 1999 à l'université de Wageningen aux Pays-Bas. Une équipe de recherche dirigée par A. Ulte, E. P. W. Ketz et E. J. Smid a publié un article dans Applied and Environmental Microbiology, la revue phare de l'American Society for Microbiology, qui posait une question à laquelle personne n'avait répondu rigoureusement. Le carvacrol, le composé dominant de l'huile essentielle d'Origanum syriacum, dépassant souvent 60% de la composition de l'huile, était connu pour tuer les bactéries. C'était un fait établi. Mais comment? Était-ce un irritant de surface, un perturbateur métabolique, ou toute autre chose? Ce qu'Ulte et ses collègues ont découvert n'était pas subtil. Ils ont exposé Bacillus cereus, un pathogène d'origine alimentaire courant, à 2 millimoles de carvacrol et ont mesuré l'ATP intracellulaire de la bactérie, la molécule qui alimente chaque cellule vivante. En quelques minutes, les niveaux d'ATP se sont effondrés vers 0. Pas un déclin graduel, pas un empoisonnement lent, un crash. Tout le système énergétique de la cellule s'est arrêté. Simultanément, le carvacrol a perturbé le potentiel de membrane,
le gradient électrique à travers la paroi cellulaire dont chaque bactérie vivante dépend pour fonctionner, se nourrir et se reproduire. La cellule n'a pas eu de dysfonctionnement. Elle s'est brisée. C'est le mécanisme. Le carvacrol ne fonctionne pas de la même manière qu'un antibiotique conventionnel, ciblant une seule voie métabolique comme on empoisonnerait un seul engrenage d'une machine. Il attaque le contenant lui-même, la membrane, la paroi qui retient tout à l'intérieur. Voyez cela comme la dissolution du récipient, plutôt que comme la contamination du contenu. Une fois que la membrane échoue, la cellule n'a plus rien. 4 ans plus tôt, à 2000 miles au sud-est, un laboratoire différent avait posé une question connexe. En 1995, à l'Université américaine de Beyrouth, une équipe dirigée par Daouk, Dagger et Satt a testé l'huile essentielle d'Origanum syriacum, pas du carvacrol isolé, mais l'huile de la plante entière directement contre les moisissures qui contaminent les aliments et les bâtiments Aspergillus niger, Fusarium oxysporum, espèce de pénicillium. L'huile a montré une forte action inhibitrice contre les trois. C'est l'affirmation « tue les moisissures » ancrée dans un laboratoire nommé, une ville nommée et des champignons nommés. Puis l'histoire du pathogène de la gorge est arrivée. Une étude publiée dans Scientific Reports a testé le carvacrol contre le streptocoque du groupe A, Streptococcus pyogenes, la bactérie responsable de l'angine streptococcique, de la scarlatine et du rhumatisme articulaire aigu. Les résultats confirmés sous microscopie électronique ont montré le même mécanisme des dommages à la membrane entraînant des fuites et la mort. Les images de microscopie montraient des trous visibles, des parois rompues, l'organisme déchiré de l'extérieur vers l'intérieur. La Bible a prescrit une plante pour le nettoyage rituel, pour les cadres de porte, pour la peau, pour les surfaces consanguines contaminées. Des milliers d'années plus tard, un laboratoire à Wageningen a mesuré ce qui se passe lorsque le composé principal de cette plante entre en contact avec une bactérie vivante. L'énergie de la cellule s'effondre, la membrane se rompt, l'organisme meurt. Ce n'est pas un remède populaire confirmé par un test populaire. C'est un mécanisme de mise à mort documenté sous microscopie électronique. Et puis sont arrivées les données sur les superbactéries. En 2025, une étude dans Frontiers in Pharmacology a testé les huiles essentielles d'origan et le carvacrol contre des isolats cliniques de SARM. Staphylococcus aureus, résistant à la méticilline. L'infection que les hôpitaux modernes dépensent des milliards à essayer de contrôler et qu'ils échouent souvent à contenir. Lorsque le carvacrol était combiné à l'antibiotique tobramycine, il réduisait la charge bactérienne de SARM dans un modèle d'infection chez la souris et améliorait la survie. Le composé d'une herbe biblique a permis à un antibiotique défaillant de fonctionner à nouveau contre les superbactéries, même que la médecine moderne ne peut vaincre de manière fiable. Une plante dont la chimie effondre les membranes gramnéennes bactériennes, rompt les parois cellulaires des moisissures et restaure la fonction antibiotique contre le staphylocoque résistant aux médicaments. On pourrait supposer que cela serait célébré. Au lieu de cela, elle a été classée, restreinte et, dans certaines juridictions, sa cueillette a été rendue illégale. En 1964, Israël a promulgué la loi sur les valeurs naturelles protégées. Un cadre de conservation conçu pour protéger les espèces menacées de l'exploitation commerciale. La liste initiale se concentrait sur la flore et la faune rare. Mais, en 1977, un second groupe d'espèces y a été ajouté. Non pas des orchidées en danger, non pas des arbres en voie de disparition, mais des herbes sauvages couramment récoltées. Et la liste incluait explicitement l'Origanum syriacum. La justification énoncée était claire. Récolte sauvage intensive pour un usage commercial. Une analyse des politiques de conservation examinée par des pairs a précisé la géographie. La récolte se concentrait principalement en Cisjordanie, avec une exportation vers les Émirats du Golfe.
La plante était arrachée des collines plus vite qu'elle ne pouvait se régénérer, et la réponse légale fut de faire de sa cueillette un délit passible de poursuite. Ce qui suivit ne fut pas de la conservation dans l'abstrait. Ce fut une application de la loi dans le particulier. La chercheuse en droit Rabia Egaraya a étudié les lois de protection de la nature et a représenté des cueilleurs palestiniens pris dans un système qui criminalisait ce que leur famille pratiquait depuis des générations. Des poursuites s'ensuivirent, des amendes furent prélevées. Dans les documents judiciaires, une ligne est apparue qui se lit comme quelque chose provenant d'un autre siècle. Je confesse avoir commis une erreur. Je ne recommencerai plus. L'erreur était de cueillir une herbe de cuisine. La confession fut extorquée dans une salle d'audience. Le crime était de ramasser une plante que les grands-mères de l'accusé avaient récoltée sur les mêmes collines sans incident, sans permission et sans excuse aussi loin que la mémoire remontait. En 2019, l'Organisation de défense des droits juridiques Adelaide a envoyé une lettre formelle demandant l'annulation des déclarations d'espèces protégées pour le zatar et d'autres herbes sauvages, arguant que la loi imposait un préjudice disproportionné aux communautés dont les traditions culinaires précédaient l'État qui les poursuivait désormais. À ce moment-là, les dommages à la chaîne d'approvisionnement étaient déjà structurels. Avec l'Oreganum seriacum authentique récolté à l'état sauvage, rendu légalement dangereux à collecter, le marché s'est adapté comme les marchés le font toujours. Il a substitué. Les commerçants se sont tournés vers d'autres espèces d'origan, d'autres variétés de margarme et des mélanges en poudre où personne ne pouvait identifier ce qui se trouvait réellement à l'intérieur. La fraude est devenue si envahissante qu'en 2020, le Codex Elementarius, l'Organisme international de sécurité alimentaire, géré conjointement par l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, a publié une norme régionale pour le zatar mélangé. La norme incluait une règle si directe qu'elle se lit comme une accusation. Le produit final ne doit pas être sous forme de poudre afin que les ingrédients restent reconnaissables et que la fraude puisse être évitée. Un organisme de réglementation internationale a codifié une règle anti-fraude parce que la plante authentique avait été supprimée de sa propre chaîne d'approvisionnement. Ils l'ont ajoutée à une liste d'espèces protégées en 1977. La même plante prescrite dans l'Exode pour purifier les cadres de porte. Ils ont poursuivi des cueilleurs pour l'avoir ramassée. Des familles l'avaient récoltée pendant des générations. Ils ont forcé des confessions au tribunal pour le crime d'avoir ramassé une herbe de cuisine. Ils l'ont remplacée par des substituts en poudre si frelatée qu'un organisme alimentaire international a dû créer une norme exigeant que le produit ne soit pas broyé en poudre, afin que les acheteurs puissent voir ce qu'ils recevaient réellement. Et tandis que la plante biblique était restreinte, l'industrie mondiale des désinfectants s'est construite sur des produits chimiques synthétiques, enregistrés comme pesticides antimicrobiens sous la réglementation de l'EPA, et standardisés à l'échelle industrielle, et elle a continué à croître sans contestation. Le système n'a pas supprimé le zatar parce qu'il avait échoué. Le système l'a supprimé parce qu'il ne pouvait pas être breveté, ne pouvait pas être standardisé selon des spécifications industrielles et ne pouvait pas générer le genre de dépendance qu'une chaîne d'approvisionnement chimique requiert. La plante fonctionnait. Cela n'a jamais été le problème. En 2004, en Cisjordanie, un homme nommé Nasser Abou Farara a fait quelque chose que les 3 décennies précédentes de loi sur la conservation avaient rendu presque impensable. Il a construit une infrastructure commerciale pour la plante même pour laquelle les tribunaux poursuivaient les gens qui l'accueillaient. Abou Farha, largement connu sous le nom de Dr Nasser, a fondé Canaan Fairtrade, une entreprise palestinienne qui reliait les petits agriculteurs des villages de Jénine et de Naplouse au marché d'exportation internationaux. Les récoltes comprenaient de l'huile d'olive, des amandes et du frec. Mais le zatar était le signal.
Le zatar était la plante qui avait été criminalisée dans un cadre juridique et qui était désormais certifiée selon les normes du commerce équitable et biologique. Et exportée à l'international, une grande partie de la culture se faisait exactement là où elle s'était toujours faite. Sur de petites parcelles, en terrasses, entretenues par des femmes dans des jardins familiaux, où la plante n'avait jamais réellement disparu. La loi avait rendu la récolte sauvage illégale. Elle n'avait pas fait disparaître le savoir. Les femmes qui avaient écrasé des feuilles de zatar à la main dans des coopératives ont continué à le faire. Les familles qui l'avaient cultivé sur des parcelles à flanc de collines ont continué à le cultiver. La plante est passée de preuve judiciaire à marchandise d'exportation en une seule génération. Non pas parce que quelqu'un l'a redécouverte, mais parce que quelqu'un a construit l'architecture économique pour légitimer ce que les communautés n'avaient jamais cessé de faire. En 2022, la cinéaste Jaman Mana a sorti Foragers, une œuvre que le MoMA PS1 a contextualisée comme suivant des cueilleurs poursuivis par des patrouilles de la nature et des poursuites judiciaires. Rabah Egaraya, le même chercheur en droit qui avait représenté les cueilleurs palestiniens au tribunal, était lié au projet, ayant enquêté sur les lois de protection de la nature qui rendaient la récolte criminelle. La plante qui avait été un problème de salle d'audience est devenue un sujet de musée. La confession qui disait « je ne recommencerai plus » faisait désormais partie d'une conversation artistique internationale. Et puis, la plante a totalement dépassé sa propre patrie. En 2025, un article de recherche appliqué a rapporté ce que les auteurs ont présenté comme une première culture réussie. D'Oreganum syracum dans des conditions désertiques dans une ferme de Wadi El Natroun, en Égypte. La plante qui était restreinte dans la région des collines où elle a évolué poussait désormais dans un paysage qu'elle n'avait jamais habité auparavant. Irriguée, cultivée et mise à l'échelle. Une plante qui a été criminalisée est aujourd'hui cultivée, exportée et exposée dans des musées. Le savoir que les familles ont préservé dans les jardins familiaux, dans les mélanges écrasés à la main, dans les coopératives de femmes transformant les feuilles de la même manière que leur grand-mère, a survécu au système juridique qui a tenté de l'arrêter. La plante n'est plus piégée derrière des listes d'espèces protégées et des confessions au tribunal. Elle est disponible, et la question qu'elle pose est la même que celle qu'elle posait il y a 3000 ans. Si cela fonctionne, pourquoi utilisons-nous autre chose? Commencez par les yeux. Si la plante étiquetée hysope dans votre jardinerie présente de nets épis de fleurs bleu-violet sur des tiges dressées, vous regardez la mauvaise espèce. C'est l'Hippus de l'ornementale européenne qui a hérité du nom à travers des siècles de dérives de traduction, mais qui n'a aucun lien avec le texte biblique. La vraie, l'origami. Un aspect différent. Des feuilles ovales, d'un gris-vert doux, des tiges carrées poilues, de minuscules fleurs blanches à rose pâle groupées en épis, et un arôme, lorsque vous écrasez une feuille entre vos doigts, qui se situe quelque part entre l'origan et le thym. Chaud, résineux et incomparable. Elle est commercialisée sous le nom d'origan syrien, de zatar ou d'hysope de la Bible. Des vendeurs de semences proposent désormais des sachets étiquetés origami, zaatar et eof, y compris des listes biologiques. Si vous vivez dans les zones USDA 9 ou 10, elle poussera comme une plante vivace avec un plein soleil et un drainage marqué. Dans les zones plus froides, cultivez-la comme une annuelle ou dans un contenant que vous pourrez rentrer à l'intérieur. Le jardin botanique du Missouri la décrit comme tolérante à la chaleur et à la sécheresse, mais sensible au mauvais drainage. Donnez-lui un sol bien drainé, du plein soleil et de l'indifférence. Elle vous récompensera. Pour la cuisine, le mélange traditionnel est composé de feuilles de zatar séchées mélangées à du sumac, des graines de sésame et du sel, consommées avec du pain plat trempé dans l'huile d'olive. Pour la gorge,
La tradition de la médecine populaire est une simple infusion feuilles séchées, infusée dans de l'eau chaude, pour la toux et les maux de gorge. Une pratique documentée dans l'ethnobotanique palestinienne. Une mise en garde nécessaire. Le carvacrol est répertorié dans la bibliothèque des ingrédients d'arôme de la FEMA dans un contexte cohérent avec le statut généralement reconnu comme sûr pour les utilisations d'arômes prévues. Mais l'huile essentielle concentrée n'est pas la même chose que l'herbe séchée. Les fiches de données de sécurité pour le carvacrol concentré portent des avertissements d'irritation de la peau et des yeux. Ne consommez pas d'huile essentielle non diluée et ne formulez pas d'allégations de traitement médical basées sur des études de laboratoire qui n'ont pas été reproduites dans des essais cliniques humains. La formulation honnête la plus forte est celle-ci une plante historiquement utilisée avec une chimie antimicrobienne plausible et des effets ciblant la membrane confirmée en laboratoire. Cohérent avec les fonctions de nettoyage décrites dans ses utilisations enregistrées les plus anciennes. Il y a 3000 ans, un livre prescrivait une plante pour le nettoyage, pour les cadres de porte, pour la peau, pour les maisons contaminées. Les laboratoires modernes ont confirmé ce que ces instructions impliquaient. Sa chimie effondre les membranes bactériennes. Elle rompt les moisissures, en combinaison avec des antibiotiques. Elle combat le staphylocoque résistant aux médicaments. La plante a été restreinte. Elle a été poursuivie. Elle a été remplacée par une espèce différente dans les jardineries et par des produits chimiques synthétiques dans les hôpitaux. Mais elle n'a jamais été perdue. Les familles ont continué à la cultiver. Les femmes ont continué à écraser les feuilles. Les chercheurs ont continué à retracer le nom. Et maintenant, vous savez ce que c'est. La prochaine fois que quelqu'un vous vendra une bouteille de désinfectant chimique, rappelez-vous qu'il existe une plante qui fait ce que la Bible disait qu'elle faisait. Et la science est d'accord. Abonnez-vous. Partagez ceci. Cultivez la véritable hysope. Le savoir qu'ils ont essayé d'effacer est de retour. Et il est à vous